L'histoire nous apprend que le PMI est né en 1969 à l'initiative de personnes ayant participé au programme spatial américain. Ils ont estimé qu'après avoir atteint la Lune, ils pouvaient aller encore plus loin en créant une communauté pour partager leurs expériences. Mais ça, c'est une histoire qu'on verra peut-être un autre jour. Ce soir, c'est un immense plaisir de vous recevoir pour cette cinquième session des règles du PMI Côte d'Ivoire qui nous permettra d'aborder le sujet de la puissance du storytelling dans la gestion de projets. Je suis Aristide Tano, vice-président en charge du développement professionnel. Et au nom du président Simon Adou et de tout le bureau du PMI Côte d'Ivoire, je vous souhaite la bienvenue. Sans plus tarder, je vais laisser la parole au speaker de ce soir, M. Abderrazak Hamzaoui, qui a pris l'initiative en ce début de mois de nous contacter pour partager son expérience sur le sujet. Monsieur Hamzaoui, d'emblée, je vous salue et je vous dis grand merci au nom de toute la communauté. Nous vous donnons la parole dans quelques instants. Juste quelques consignes d'usage pour les participants ce soir. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la session à travers le menu questions-réponses. C'est marqué Q&A dans la barre tout en bas. Et donc, à la fin de l'intervention de M. Anzaoui, qui prendra tout au plus 30 minutes, nous pourrons reprendre les questions qui auront été posées dans le chat et éventuellement prendre des interventions à l'oral. Les PDU de la session seront envoyés par la suite. Normalement, dans le formulaire d'inscription, vous avez à renseigner votre adresse email et vos PMI ID, dont vous recevrez le PMI, le PDU pour être comptabilisé. Merci à vous et très bonne session à tous. Monsieur Abderrazak Hamzaoui, vous avez la parole. Merci beaucoup, merci énormément. Un grand merci à toute l'équipe du PMI Côte d'Ivoire Chapter. Je suis vraiment honoré et j'ai eu un plaisir de m'avoir donné, je vous remercie énormément de m'avoir donné la possibilité de partager avec vous mon humble expérience. Comme vous le savez tous, le storytelling est quelque chose qui a accompagné l'humanité depuis sa création. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Ce sont des outils qui sont très puissants et puis qu'on les retrouve dans tous les domaines. Et puis, c'est, je dirais, pratiquement notre cerveau. Il a l'habitude de fonctionner en termes de storytelling. Permettez-moi de vous présenter le sommaire. Donc, au début, je vais prendre 1 minute de votre temps pour me présenter. Après, on va parler du pouvoir des histoires. Et on va entrer dans le détail en termes de structure, processus. Et puis, lorsqu'on parle d'histoire, ça veut dire quoi? En termes de structure de cette histoire, en termes de processus, comment on crée ces histoires. Et puis, quelle serait, disons, l'histoire parfaite. Après la deuxième partie, ce sera vraiment consacré à l'engagement des parties prenantes, tout en discutant des groupes de processus en termes d'initiation, planification et ainsi de suite. Et puis, aux différentes catégories de parties prenantes. Et puis, je terminerai par une dernière leçon. Alors, permettez-moi de présenter. Donc, je suis ingénieur des mines, exploration minière. Donc, j'étais directeur à l'Office national des hydrocarbures et des mines. J'étais directeur des actifs mines et promotion. J'étais aussi donc président du PMI Morocco Chapter de 2021-2023. En termes de relations avec le PMI, j'ai eu l'occasion d'être reviewer ou donc membre du comité technique des congrès 2017 et 2018. J'ai eu aussi l'occasion de participer au comité ou aux commissions qui ont validé les tests PMP, les derniers tests, et puis les tests aussi PMI et RNP. Donc, en plus de la formation d'ingénieur, en termes de certificat de PMI, j'ai pratiquement pas mal de certificats. Bien sûr, j'ai commencé en 2009 par la certification PMP. Je me suis rendu compte de que je gérais des projets de recherche et développement donc, qui sont tellement risqués. Donc, j'ai décidé de développer mes compétences en termes de gestion des risques. Donc, j'ai préparé les certifications en PMA-RMP. La même chose m'a poussé à la certification en agilité. Et lorsque j'ai évolué dans ma carrière,
Et puis, j'ai commencé à gérer plusieurs projets. Donc, j'ai pensé utile de me certifier en programme management PGMP. Et bien sûr, dernièrement, en 2021, j'ai préparé les certifications en business analysis. En plus de ça, donc, sachant que je continue toujours à développer mes compétences, ce sont que je suis, bien sûr, j'ai mon MBA plus d'ingénieur et puis mettre en praticien en programmation neurolinguistique, je me suis rendu compte que gérer des projets, ça revient à gérer des êtres humains. D'ailleurs, les derniers tests du PMP ou bien pour les différents certificats, on donne plus que 50% à la gestion des êtres humains, people management, alors qu'avant, c'était pratiquement plus de 80% était pour les process. Ah, puis j'ai développé mes compétences en storytelling pour influence et puis en termes de design thinking. En parallèle à ça, je suis auteur-romancier. J'ai publié un roman en 2020. En 2024, j'ai publié un roman en 3 tomes. Le tome 1 a été publié début de l'année. Le deuxième a été publié en mars 2025. Le troisième, ça va être tome 3, ça va être publié avant la fin de 2025. Ce qui m'a poussé euh, à développer mes compétences en termes de storytelling, c'est que je me suis rendu compte, sachant que j'ai pas mal de certificats et puis j'ai géré pas mal de projets et programmes, soi-disant plusieurs initiatives, je me suis rendu compte que tous les certificats du PMA sont de bonnes pratiques. Et puis les bonnes pratiques, ça se base sur des statistiques ou bien des enquêtes qui ont été faites dans des contextes particuliers. Alors, dans un contexte qui est spécifique à nous, ça demande quand même une certaine adaptation. Et puis, je me suis dit, pourquoi ne pas rendre un peu à la communauté du management de projet à l'échelle mondiale et puis euh, euh, essayer de contribuer autrement. Contribuer autrement, bien sûr, en me basant sur mes compétences en termes de littérature, en termes d'écriture et de conception d'histoire, etc. Puis je me suis rendu compte que le storytelling, c'est un outil très puissant. Donc, j'ai dit, tiens, en termes de gestion de projet, l'engagement des parties prenantes est très utile. Et puis, le succès dépend en grande partie de l'engagement des parties prenantes. Et puis, j'ai cette capacité d'élaborer et d'écrire des histoires, de les construire. Pourquoi ne pas proposer quelque chose dans ce sens? Et puis, ça vient l'idée d'écrire le livre que j'ai publié dernièrement, Engage with Story. Engage with Story, c'est un livre où j'ai mis pratiquement toute mon expérience. Et sachant que je me rends compte en tant que praticien, il y a tellement de bouquins, il y a tellement de livres que j'ai lus et ainsi de suite dans pas mal de domaines. Ce qui est plus utile, c'est d'aller vers le comment. Comment le lecteur pourrait construire une histoire et puis comment il pourrait l'adapter en termes de gestion de projet, comment il peut l'adapter dans son contexte. C'est dans ce sens ce livre a été conçu. Ça m'a demandé un effort énorme. Et puis, bien sûr, je ne vous cache pas que j'ai consulté pas mal d'experts et puis leur ai demandé leur avis. Et puis, le livre, heureusement, a été bien reçu. Alors, commençons par l'histoire. L'histoire au sens et les idées. Ce qui caractérise l'histoire, c'est que une, une histoire, la définition la plus pratique, c'est le partage d'une petite expérience. Ou bien c'est plutôt le partage d'une idée qu'on a enveloppée dans une expérience émotionnelle. En plus de ça, il n'y a pas pratiquement d'histoire neutre.
ou vous pouvez trouver une histoire qui est neutre juste pour entendre ou bien pour lire, pour avoir le plaisir de lire ou entendre une histoire. Non, une histoire devrait avoir une idée maîtresse euh, euh, où cette petite histoire elle est autour de ça. Bien sûr, pour ça, il y a deux écoles. Il y a l'école française qui donne plus l'importance au style, etc. Mais l'école américaine qui est pragmatique et puis qui est orientée business, une histoire, ça devrait transmettre une idée maîtresse. Ce qui revient en fait à dire que l'histoire est le moyen le plus puissant de partager les idées. Il est puissant, ça veut dire que ça engage quand même une certaine responsabilité éthique. C'est un pouvoir de manipulation qui est qui est entre nos mains. Ça veut dire que quelque part, il faudrait respecter quelques règles éthiques pour ne pas manipuler, mais plutôt influencer dans nos positions. Et dans ce sens, je vous invite à lire ou bien à entendre le speech de euh, Russell. C'est une grande écrivaine américaine qui a eu le prix Nobel. Et puis, elle parle justement de la force du langage dans ce sens. Ce speech, il est disponible dans le site de prix Nobel. Alors, commençons par la force de l'histoire. Premièrement, ça attire l'attention. Si je commence à vous raconter, ou bien vous avez certainement des expériences, vous avez échangé des choses, ou vous avez l'expérience de former des gens ou d'exposer des choses. Dès que vous commencez à raconter une petite histoire, les gens commencent à s'intéresser. C'est humain. Donc, si vous voulez attirer l'attention, la meilleure façon de la faire, c'est de raconter une histoire. Autre chose, c'est euh, elle permet d'établir les relations mutuelles. Donc, je me rappelle dans ma vie professionnelle, euh, je me rappelle que j'avais eu toujours, et je continue à avoir, heureusement, des relations positives et puis une certaine affinité avec tous les collègues avec qui j'ai travaillé. Je me suis rendu compte que chaque fois que je me retrouve avec eux, je commence à raconter des anecdotes, je commence à raconter des petites histoires et ça a toujours marché. Jusqu'à un certain moment, mes collègues, chaque fois qu'ils voulaient entendre des choses, etc., ils font appel à moi. Autre chose, et ce qui est aussi puissant, c'est que, sachant que l'histoire enveloppe une idée dans une expérience émotionnelle, elle accède à la zone décisionnelle du cerveau. Et dans ce sens, je vous invite à lire un excellent bouquin qui est L'erreur de Descartes de Antonio Damasio. Il parle justement de l'importance des émotions en termes de prise de décision, en termes de passage à l'action. Donc, vous pouvez pas, on a toujours l'impression que les décisions sont prises de façon rationnelle. Scientifiquement, c'est pas vrai. Enfin, c'est pas vrai en partie. Parce que vous ne pouvez pas décider sans passer par l'émotion, parce que c'est l'émotion qui va vous faire sentir est-ce que c'est bon ou c'est mauvais votre décision. Autre chose, ça aide à mémoriser. Je me rappelle, nous nous rappelons tous, lorsque nous étions petits, on se rappelle des petites histoires plus que les tables de multiplication. Ça aussi, on va la voir, autre chose aussi, on va le voir dans l'engagement des parties prenantes, ça permet de valoriser. Si je vous dis par exemple que j'ai écrit ce livre qui est Engage with Story tout court, et puis il contient telle et telle information, oui, ça reste toujours un livre comme les autres. Mais si je crée une histoire autour de ça, si je vous dis que ça m'a pris plus de 2 années d'efforts. J'ai fait énormément d'efforts. J'ai passé des nuits et des nuits blanches pour essayer de concevoir les histoires. J'ai fait plusieurs visites à côté de la mer pour avoir de l'inspiration. J'ai rassemblé toutes les histoires. J'ai fait contribuer pas mal d'experts à l'étranger. Et heureusement, ça a très bien marché. Ça donne de la valeur à ce livre. Je dirais même que les sociétés de marketing pour vendre des produits, chaque fois qu'ils
voulait vraiment valoriser un produit, il essaie de créer une histoire autour de ça. Et puis, bien sûr, les histoires sont contagieuses. On a, en tant qu'être humain, on a la facilité, on trouve du plaisir à entendre des histoires et puis à les raconter aussi. Donc, essayer de raconter des histoires pour essayer d'influencer les autres. Et puis, je me rappelle d'une experte américaine où nous avions fait des projets avec elle. À chaque fois, il me conseillait de Mr. Hamzaoui, tell good story about yourself. People will repeat it on behalf of you. Donc, essayez de dire des histoires. Si cette histoire, elle est, les gens y croient, ils vont la répéter. Ça reste, ça devient contagieux. Aussi, quelque chose de très important, la construction de sens. Les, euh, euh, les histoires ils ont deux composantes essentielles, elles donnent des explications des pourquoi et des comment. Ce qui permet de donner un sens, c'est d'avoir d'avoir des réponses à la question pourquoi. Prenons le cas, par exemple, de la transition énergétique, parce que j'étais impliqué à pas mal de projets dans ce sens. Si on parle de la Chine, la meilleure expérience, ou bien pourquoi ils ont fait tous ces efforts-là, c'est parce que, effectivement, en Chine, sachant que le gouvernement a fait un effort d'industrialisation énorme, ça permet d'une part de créer une classe moyenne, ça permet d'autre part d'altérer le climat au sens environnemental. Donc la Chine était obligée de faire l'effort en termes de green energy. C'est pas un plaisir, c'est pas un besoin en termes de conditions, etc., géopolitiques, etc. C'est un besoin en interne. Ça veut dire que quelque part pour un pays qui veut vraiment adapter ou bien créer des projets en termes de green energy et puis apprendre de l'expérience de la Chine, il faudrait qu'il aille aller chercher là où vraiment il est en train de subir des conséquences d'un environnement à améliorer. Alors, problème, en termes de structure. En termes de structure, c'est quelles sont les composantes d'une histoire. Premièrement, il faut d'abord définir l'audience. Qui va entendre votre histoire? Il faut les caractériser en termes de deux aspects. Il y a bien sûr la caractérisation en termes de où ils se trouvent, quelles sont leurs coordonnées, etc., en termes d'adresse email, et puis les personnes, leur position dans l'organigramme, etc., ou des sociétés en externe, etc. Mais ce qu'on appelle, mais il y a ce qui est plus fondamental, ce qu'on dit en anglais, en termes de characters. Qu'est-ce qui caractérise la personnalité de cette personne physique? Quels sont ses désirs, quels sont ses besoins profonds, et ainsi de suite, qui est en relation avec... Vous ne pouvez pas influencer une partie prenante ou bien une personne sans avoir son besoin profond. Imaginons par exemple que vous êtes en train de convaincre votre DG ou bien votre responsable N+1 pour donner son accord pour un projet ou bien pour une décision donnée. Il y a bien sûr ce qui apparaît, il y a bien sûr en termes de productivité, quel est l'apport ou bien quel est le bienfait que vous allez gagner en termes, après la réalisation de cette initiative, mais ce qu'il va gagner lui aussi parce que lui, en tant qu'être humain, il a un besoin profond d'être valorisé par son N+1, par son DG, peut-être, ou le DG par le ministre, ou par le chef du gouvernement, ou bien le président de la République. Ça veut dire ce besoin profond, il faudrait que vous l'intégriez dans votre histoire. Et puis la troisième composante, qu'est-ce que vous voulez qu'elle réalise?
On va revenir à ça par la suite. En termes de l'appel à l'action, une histoire doit se terminer par un appel à l'action. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Ou plutôt, qu'est-ce que vous voulez que cette partie prenante fasse? Alors, une idée, comme on l'a signalé au début, donc une euh, histoire, elle est réalisée en termes autour d'une idée maîtresse. Vous allez sûrement vous rappeler durant euh, vos expériences et puis votre histoire, c'est qu'à un certain moment, vous avez eu l'occasion de rencontrer une personne ou bien vous avez lu un livre ou vous avez vu un film, ou puis quelque part, vous avez trouvé une phrase qui vous a impacté pendant toute votre vie. Nous avons tous vécu pendant ces expériences-là. Je me rappelle lorsque j'étais élève ingénieur, nous étions en train d'être formés pour améliorer nos capacités en communication. Et puis, il y avait un prof de français qui nous encadrait, et puis il était prof à l'université des sciences de l'éducation. Et puis, cette université des sciences de l'éducation forme des professeurs. Et en parallèle à cette université, il y avait ce qu'on appelle les écoles normales supérieures, qui forment aussi des professeurs. Puis je lui ai posé la question, quelle est la différence entre les professeurs qui sont formés par votre université et puis les professeurs qui sont formés par les écoles normales supérieures. Il m'a dit une phrase qui m'a influencé jusqu'à présent, depuis les années 80 jusqu'à présent. C'était en 84, je me rappelle exactement. Et puis, ça continue toujours à m'influencer. C'était ça. Sa réponse était ça. Nous formons des professeurs qui n'enseignent pas uniquement, mais qui pensent à l'enseignement. Donc, c'était une leçon que j'ai apprise depuis 1984. Il ne s'agit pas de faire, mais penser à ce que nous sommes en train de faire. Ah, donc, ça veut dire que, d'une autre façon, l'idée maîtresse, c'est ce qui reste dans l'esprit des gens une fois que vous avez raconté votre histoire. Il faudrait que là, qu'elle soit concise, bien exprimée, et puis, idéalement, si vous pouvez utiliser un langage qui sonne. Alors, en termes de structure et d'enchaînement de l'histoire, là, euh, vous pouvez, dans la lecture, vous pouvez trouver plusieurs schémas de structure, mais le plus puissant et le plus utilisé, même pour les films d'Hollywood, soit par exemple Titanic, ou bien le roman des Seigneurs des Anneaux, ou bien Star Wars, etc. Tous les films qui ont eu un impact vraiment sur les gens suivent ce schéma. Ce qu'on appelle le voyage du héros, et l'auteur, c'est Joseph Campbell. Donc, vous pouvez vous inspirer de ça si vous voulez développer un peu plus. Donc, sur ce schéma, on s'est inspiré pour proposer des étapes que doit suivre une histoire en général. Donc, la première étape, c'est le défi. Nous sommes en train de vivre dans un contexte particulier et puis à un certain moment, nous avions un défi ou bien nous ne sommes pas contents et ainsi de suite. Et puis, il y a un effet, un élément déclencheur qu'on pourrait appeler par une crise qui a été accentuée. Et puis, on atteint à un certain moment le fond, et puis ce fond même, ou cette expérience mystérieuse qui était accentuée, où on arrive à un certain moment où on vit une expérience de mort ou de vivant. Puis on renaît après. Mort de vivant, vous pouvez l'avoir dans le sens moral aussi. Donc, on avait une croyance limitante, et puis à un certain moment, on s'est rendu compte que cette croyance
il faut la tuer pour construire une croyance qui est plus motivante. Et puis, à partir de là, on découvre une belle leçon. On fait la remontée donc pour essayer de ne pas revenir en arrêt. Et puis, on revient au contexte initial pour apprendre la leçon et puis faire l'appel à l'action. Je veux raconter une expérience que j'ai vécue personnellement. Lorsque j'étais jeune ingénieur chef de projet, donc j'étais désigné pour gérer un projet de test d'une nouvelle technologie pour l'exploration. Alors, sachant que c'est le meilleur le premier projet au Maroc et peut-être en Afrique, il fallait choisir une zone d'exploration pour donner à cette technologie les meilleures chances de réussite. Donc, j'ai fait mes études, enfin, bien sûr, avec l'équipe, etc. On a fait nos études, puis on a choisi une zone. Une autre partie prenante, sans dire le nom, qui était puissante, m'a influencé pour choisir une autre zone qui avait moins de chances de réussite. Donc, j'étais dans un contexte particulier, et puis ça vient le déclencheur, qui est cette personne qui a changé, qui m'a permis de changer d'avis. Donc, j'avais moi, personnellement, j'ai des difficultés, je pourrais défendre jusqu'au bout mes idées, ce qui a permis à cette partie prenante relativement forte de m'influencer, de choisir une mauvaise zone pour tester. Après, le projet n'a pas réussi de la façon dont on voulait le faire, mais le pire de cette expérience-là, c'est qu'à un certain moment, j'étais mis bizarrement dans une situation pour justifier une mauvaise décision que moi-même je ne l'ai pas prise. Ce qui m'a poussé à prendre une belle leçon, à développer mes compétences en termes de communication pour défendre à chaque fois mes idées, une fois que je suis convaincu de ces idées-là. Donc, j'ai découvert une belle leçon dans ce sens. Et puis, j'ai fait les mains et les pieds pour ne pas revenir en arrière à ce moment-là. Et puis, à chaque fois que je voulais faire des projets similaires, il fallait faire baser les décisions sur des conditions qui sont plus solides et préparer toutes les options possibles pour essayer de convaincre les gens. Donc, c'était une histoire que j'ai vécue personnellement, que vous pouvez sûrement euh, vous avez sûrement avoir vécu ou pouvez vivre une expérience pareille dans le futur. Vous pouvez vous baser sur mon expérience personnelle pour convaincre des gens qui restent à convaincre. Alors, pour le processus de construction des histoires, je fais la similitude toujours entre la construction et la structure de découpage. Donc, vous pouvez faire top-down ou down-up. Donc, soit vous avez des expériences, vous pouvez structurer en remplissant les cases de défis, descente, crise, et puis descente au fond, et puis le pire, et puis apprendre la leçon, et puis passer. Ou bien, vous pouvez commencer dans le sens inverse. Qu'est-ce que vous voulez arriver, puis vous pouvez faire marche arrière pour essayer de voir qu'est-ce qui est nécessaire en termes de réalisation de cette histoire. Alors, la meilleure histoire, c'est quoi? Elle doit obéir à certains critères. Le premier critère, il faut qu'il y ait un personnage. Lorsque je vous ai raconté mon histoire personnelle, donc c'est moi le personnage. Et puis, on a tendance à avoir de l'empathie, l'être humain a tendance à avoir de l'empathie avec des personnages réels. Donc, c'est pas uniquement, on ne raconte pas dans une histoire dans l'abstrait. Il faudrait la raconter, il faudrait raconter une histoire qui a été vécue réellement. Enfin, réellement, ou au moins auquel on y croit.
Deuxièmement, plus on accentue les émotions, plus les gens seront captivés, leurs esprits seront captivés, et puis ils seront plus impactés. Et puis, bien sûr, utilisez les canaux de communication de votre audience, sachant que vous l'avez caractérisé au début. Donc, si vous êtes en train de cibler une partie prenante, une personne, il faudrait savoir est-ce que c'est auditif ou c'est visuel et ainsi de suite. Donc, il faut changer votre langage de communication. Si vous êtes en train de cibler toute une population, il faudrait que ça soit plus riche pour que tout le monde s'y retrouve. Et puis, si vous avez la possibilité d'utiliser des surprises ou des anecdotes, pourquoi pas. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Euh, Ce schéma a été extrait du rapport de Pulse of the Profession Depth Report Navigating Complexity en 2013 qui a été élaboré par le PMI. Donc, on remarque que c'était déjà en 2013 que les projets de plus en plus, nous sommes amenés à gérer de plus en plus de parties prenantes. Et ces parties prenantes, elles ont de plus en plus de pouvoir. Ça veut dire que la gestion des parties prenantes est une capacité sine qua non du chef de projet. Alors, engager la partie prenante concrètement, c'est quoi? Donc, il y a deux choses qui sont essentielles, à mon sens, et puis on te rend compte dans mon expérience. C'est de, il faudrait influencer cette partie prenante à participer, participer activement. Euh, donc, si c'est un membre d'une équipe, il faudrait qu'il participe activement, qu'il fasse son travail dans les bonnes conditions. Si c'est une personne qui est amenée à prendre des décisions, il faudrait qu'elle la fasse au bon moment. Donc, il y a deux choses en termes d'engagement des parties prenantes pour récapituler. Donc, participer activement et positivement, et puis prendre des décisions au bon moment. Alors, les recherches en termes de neurosciences nous postulent plutôt nous démontrent que il est impossible de prendre des décisions ou de passer à l'action sans avoir recours aux émotions. Ça veut dire quelque part, il faudrait utiliser un moyen pour essayer de véhiculer des émotions, puis ramener la partie prenante à décider ou à passer à l'action. Concrètement, dans euh, entre parenthèses, ce slide a été partagé avec vous, donc vous pouvez la voir et puis le consulter à votre guise. Pour le groupe de processus, les groupes de processus, donc en termes d'initiation, comment on pourrait utiliser le storytelling? La première des choses que un projet, bien le premier défi auquel un projet euh, fait face, c'est la construction de rapports ou bien, je pourrais dire, une certaine affinité entre l'équipe de projet ou bien l'équipe de management de projet. Ce qu'on fait généralement on se rencontre dans le sein d'une réunion, donc chacun fait sa petite présentation pendant 1 ou 2 minutes. J'ai fait tel, je suis certifié, j'ai fait le diplôme tel, j'ai participé, etc. Je vous garantis que toutes ces informations seront oubliées 5 minutes ou 10 minutes après. Si on prend, d'après mon expérience, si on prend le temps 2 à 3 minutes pour chacun, pour raconter une histoire où il était lui-même vulnérable, et puis il a passé cette difficulté, et puis il a réussi, il va sûrement avoir de l'empathie de ses équipes, des autres membres de l'équipe, et puis ça va impacter les gens, ça va construire et puis ça va faciliter la construction d'autres expériences sur ça. Et puis les gens vont mémoriser. Donc ça, c'est fondamental au début. Ceci dit, pour le projet lui-même, il faudrait que le chef de projet prépare une petite histoire sur le problème auquel
le projet est amené à résoudre et quel est l'impact, bien sûr. Sinon, si on vous commencez à présenter des choses structurées, vous allez sûrement représenter votre structure de découpage, votre diagramme réseau et puis toutes les composantes de l'activité, ainsi de suite. Mais si vous construisez, vous prenez 2 ou 3 minutes et puis vous construisez une petite histoire autour du projet, vous allez impacter énormément les gens pour adhérer en plus. En termes de planification, j'ai eu un collègue qui a été impliqué dans la construction des usines en termes dans le contexte de la transition énergétique, où il était impliqué dans une initiative de construction d'une usine. Comme vous le savez tous, en termes de transition énergétique, ce qui attire les investisseurs surtout, ce sont les batteries. C'est la construction des batteries des véhicules électriques. Et puis, en termes de technologie, il y avait au début ce qu'on appelle la batterie LMC. Lithium, je pense que c'est lithium, manganèse, cobalt. Donc, il a fait, enfin, sa société, enfin, ou la société où il appartient, a fait un effort en termes, ou bien toute sa planification sur ce modèle-là. Alors, comme vous le savez tous, en termes de complexité, en termes dans des zones ou dans des périodes de l'histoire où nous sommes dans des phases de transition, le modèle technologique n'est pas encore figé. À partir année après année, la batterie LFP, lithium fer phosphate, après la dominance. Et puis après, tous les investisseurs commencent à avoir de la réticence pour, en tout cas, si on a à prendre une leçon dans ce sens, c'est que les gens n'étaient plus, les acteurs principaux n'étaient plus motivés. Alors, c'est quoi la leçon dans ce sens? C'est qu'au début de la planification, il faut faire baser votre histoire, votre planification sur des hypothèses qui sont solides et qui ne risquent pas de changer en cours de route. Alors, si vous êtes donc devant partie prenante pour la convaincre de votre euh, approche ou de votre scénario, pouvez-vous leur raconter cette petite histoire-là pour essayer de baser votre planification ou bien le scénario du projet choisi pour les convaincre. Sûrement, vous allez l'améliorer, sûrement, vous allez l'adapter pour votre contexte et puis vous allez avoir de l'impact positif sur ça. La même chose, on pourrait la faire en termes de gestion des risques. Imaginez par exemple, vous n'avez pas fait votre planification en termes de risques, etc. Puis vous commencez à raconter une histoire, eux, les risques n'ont pas été bien faits et puis les conséquences étaient très fastidieuses. Alors, en termes d'exécution, la métaphore que je donne toujours, il faudrait que le chef de projet prend le modèle du cristal de diamant comme idéal. Cristal de diamant, ça veut dire le cristal de diamant a plusieurs facettes. Donc, chaque facette, vous pouvez voir n'importe quelle facette, vous allez trouver du plaisir. Ça veut dire que lui, le chef de projet, il faudrait qu'il montre l'aspect positif à chaque partie prenante qu'elle rencontre. Soit qu'il soit membre de l'équipe, qu'il soit membre du comité de pilotage, qu'il soit membre du comité de management de projet, qu'il soit un client ou un fournisseur, et ainsi de suite. Alors, en termes de euh, contrôle et maîtrise, par expérience, et ça c'est une expérience qui est généralisée dans le monde entier, ce qui fait le retard des projets, c'est pas l'activité en elle-même. Ce qui fait le retard des projets, c'est la prise de décision. Parfois, on fait
les activités, on réalise les livrables, mais pour les valider, on pourrait consommer plus de temps que leur réalisation. Je vous confirme ça par expérience. Alors, je vous raconte aussi ma petite expérience dans ce sens, ou bien ma petite histoire. Une fois que j'ai vécu des cas pareils, j'ai décidé que la meilleure façon, la partie prenante principale qui aura son importance pour la prise de décision, il faudrait que je communique de façon continue avec elle. Je prenais le temps pour pratiquement une fois, minimum une fois, parfois 2 fois par jour, pour lui raconter des petites histoires sur l'évolution du projet. À partir, une fois que le moment de la décision est venu, la décision se prend en elle-même parce qu'il est déjà mis dans le bain, parce qu'il est plus informé, parce il a vécu l'expérience comme moi et ainsi de suite. Et ça facilite énormément des choses. Donc, vous pouvez même vous-même raconter une histoire pareille, vous pouvez la construire pour dire que, sachant que vous voulez que les parties prenantes décident au bon moment, il faut leur raconter des petites histoires de façon continue, au fur et à mesure, le plus fréquemment possible. Alors, pour la clôture, ça va de soi. Donc, idéalement, donc c'est le moment où c'est d'abord la valorisation des livrables ou des résultats ou des solutions du projet. Et puis, généralement, on a généralement 3 façons de valoriser. Donc, soit créer une histoire pour mettre l'accent sur le bienfait que la partie prenante aura à partir de ces livrables, soit carrément raconter des histoires. Si vous avez des difficultés, si vous aviez eu des difficultés pendant la réalisation du projet, n'hésitez pas à les raconter. Parce que ce sont ces difficultés, si vous les avez créées, vous les avez créées, ou bien si vous les avez intégrées dans une petite histoire, et puis vous l'avez raconté, ils vont valoriser vos livrables. La même chose, vous pouvez comparer les livrables que vous avez réalisés, par exemple, par rapport à des projets similaires qui ont été faits par un concurrent, ou bien une boîte similaire, ou bien vous pouvez. Et on a tellement de projets similaires dans le monde que vous pouvez vous inspirer, puis vous faites valoriser votre effort pour dire que on a fait tellement mieux dans cet aspect ou dans cet autre aspect-là. Ça aide énormément à la prise de décision. Ça aide énormément à la satisfaction des parties prenantes. Il y a une seule chose aussi je ne le trouve pas malheureusement dans les documents du PMI, mais que je trouve qu'elle est fondamentale. C'est que une fois que, enfin, ou je vais le dire d'une autre façon, mes meilleurs amis qui continuent toujours à avoir, euh, euh, qui font appel à moi ou je fais appel à eux aussi, sont ceux avec qui j'ai réalisé des projets. On a eu des difficultés durant le processus de réalisation de ces projets. Et puis, à la fin, on a pris le temps pour chacun raconte les difficultés qu'il a rencontrées à son niveau personnel. Ça permet de créer des relations. Ça permet de sentir l'empathie des uns et des autres, et ainsi de suite. Donc, n'hésitez pas à la fin de chaque projet de prendre le temps pour chacun raconte à ses collègues les difficultés, ou bien pourquoi pas aux responsables, ou bien aux membres du comité de pilotage, parce que eux, je ne trouve pas de personne, à mon sens, qui n'est pas, qui n'aime pas entendre des histoires. Vous allez prendre 2 ou 3 minutes pour raconter une petite histoire, vous allez sûrement les impacter. Alors, pour les parties prenantes, les catégories des parties prenantes, le fameux cadran du PMBOK. Donc, il y a des gens qu'on devrait les satisfaire. Donc, on retrouve là, c'est la valorisation
des livrables. Mais il faudrait comment que l'histoire soit crédible. Pour les gens qu'on devrait suivre de façon prête, il faudrait, la métaphore que je donne, c'est être avec eux comme l'on. Donc, la plus alerte, mais la plus flexible possible. Pour les gens où on a affaire à eux de façon à minimiser l'effort, donc c'est des gens où on doit créer leur histoire. Donc il faudrait suivre la partie prenante et puis avoir des informations pour construire son histoire propre. Parce que construire une histoire où le personnage principal est votre partie prenante, ça veut dire que quelque part, vous allez prévoir les décisions qu'il va faire. L'autre catégorie des parties prenantes, c'est comment il faut les tenir informés. Il y a tellement de cas, mais le cas le plus fondamental et le plus sensible, lorsque vous êtes devant une population qui est fortement affectée par une forte charge émotionnelle, et puis vous êtes obligé de leur communiquer une information, disons, qui n'est pas toujours plaisante. La meilleure façon, et par expérience, il faudrait les sentir eux-mêmes, se mettre à leur place, et puis leur donner l'impression que vous savez plus qu'eux. Ça vous raconte aussi une histoire qui a été vécue pour l'ouverture d'une mine. À un certain moment, la population avoisinante, à un certain moment, lorsqu'ils ont entendu l'ouverture d'une mine, ils n'ont pas pensé à ce qu'il va créer du boulot et puis créer des postes de travail. Mais ils ont pensé à un certain moment, je ne sais pas qui les a informés que pour l'usine de traitement de la mine, ils vont utiliser de la cyanurisation. Et puis cette cyanurisation va affecter la nappe phréatique. Et puis sachant qu'ils étaient dans une zone désertique, l'eau, c'est vraiment très important. À un certain moment, le chef de projet était devant la population qui ont installé sur le chantier euh, pour les bloquer tout simplement, de ne pas réaliser le projet. Heureusement, alors que l'information concernant la cyanurisation était fausse. Donc, il fallait d'abord les comprendre pour dire que, alors l'intéressé, ce qu'il a fait. Il a fait à ce que il leur racontait une histoire de cyanurisation dans un pays où il a effectivement contribué peut-être à tuer des gens et puis à altérer la nappe phréatique. Mais il a terminé pour dire que nous sommes conscients de ça, mais c'est pas ça ce qu'on va faire. Voilà le procédé qu'on va utiliser. Non, il n'inclut pas la cyanurisation, et ainsi de suite. Et puis, les gens étaient apaisés. Ceci dit, euh, pour que vous puissiez vraiment euh, influencer positivement une partie prenante, il faut préparer le terrain pour rassembler les informations sur la partie prenante, euh, qui inclut toutes les composantes, toutes les informations banales et ainsi de suite, ce qu'on dit généralement, l'on dit que c'est ce qu'il y a des informations qu'ils ont les difficultés à les exprimer. Et bien sûr, ce qui est fondamental aussi, c'est l'indicible. Donc, il faudrait avoir la capacité d'être à leur place pour mieux les comprendre. Donc, une fois que vous avez la possibilité de construire cette histoire pour la partie prenante, vous pouvez
concevoir l'histoire, à le raconter et puis la les influencer de façon positive. Alors ça, c'est l'utilisation de storytelling pour l'amélioration ou bien la gestion du groupe. Je vais passer rapidement. Donc, nous sommes tous habitués à ces phases-là, du forming, storming, norming, et ainsi de suite. Donc, comme j'ai dit avant, la première étape, c'est de construire les rapports entre les gens. Donc, il faut que chacun puisse raconter une histoire où lui-même était vulnérable. Pour le storming, il faut accentuer à raconter une histoire pour dire que le conflit, c'est toujours positif. Et je vous raconte une histoire dans ce sens, c'est que j'ai vécu j'ai piloté un projet où le prestataire était un Américain, puis j'avais énormément de conflits avec lui. Parce que c'est normal, il défendait ses intérêts, l'intérêt de sa société, et je défendais les intérêts de l'office. Et puis on a vécu pas mal de conflits entre moi et lui. Mais le moment voulu, je défendais les intérêts si c'est logique. Je vous garantis que j'ai gardé depuis plus d'une vingtaine d'années de belles relations avec cette personne-là. Alors, pour normer la phase normée, donc il faut raconter une histoire en ce qui concerne la construction de l'harmonie entre les équipes, performing, etc. et Dayen. Donc, vous pouvez raconter des histoires pour essayer de valoriser les expériences innovantes où la performance est un peu plus accentuée si la personne a des expériences à partager. Pour la phase de Dayen, je fais référence à ce que j'ai dit en termes de clôture. Alors, quelle est la dernière leçon? La dernière leçon, si vous avez la capacité d'influencer par le storytelling, les parties prenantes aussi ont la capacité à vous influencer. Il faut que vous soyez avertis de cet aspect-là. Donc, il faut remettre l'intérêt du projet au début. Et puis, si vous êtes en train devant une partie prenante qui vous raconte des histoires, si cette histoire ça tient debout, et puis vous pouvez y croire, OK? Sinon, il faudra avoir la capacité pour la déconstruire et puis construire votre propre histoire. Donc, lorsqu'on parle de storytelling en management de projet, donc c'est dans les deux sens. Vous pouvez influencer comme vous pouvez être influencé vous-même. Donc, il faudrait développer ces compétences en termes de construction et en termes de déconstruction aussi si vous êtes devant une histoire qui ne tient pas. Sur ce, je vous remercie pour votre patience et puis je suis à votre disposition. Mais merci de m'avoir supporté pendant tout cette... J'espère que je n'ai pas dépassé le temps. Grand merci, monsieur Hamzaoui. Comme on dit, les histoires ont la capacité de nous garder autour du feu pendant longtemps. Effectivement, je pense que le récit a été intéressant et instructif. Il est 19h55. Je vais demander à l'Assemblée que nous prenions encore 10 à 15 minutes pour éventuellement une série de questions avant de clôturer la session. Donc, déjà, peut-être en termes de résumé très rapidement, je note trois points essentiels. Raconter une histoire, c'est vraiment éveiller une émotion et ça avec un objectif très clair, influencer positivement les parties prenantes à chaque étape du cycle de vie du projet. Je pense que avoir la slide où on voyait les différentes étapes du cycle de vie du projet, les différents axes pour raconter des histoires est assez instructif. C'est quelque chose qui pourra vraiment être utile pour tous les professionnels du métier. Je pense qu'il y a un deuxième élément qui est la structure du voyage du héros. Donc, il montre un peu, c'est une sorte de scénario que l'on peut suivre pour raconter une histoire. Je pense que ça également, c'est un élément clé sur lequel on peut bâtir. Et le troisième élément, c'est vraiment que le fait que les récits doivent être crédibles
et ciblé. On a vu qu'en fonction des parties prenantes, il y a des Mhm. éléments très spécifiques sur lesquels il faut insister. Donc, merci en tout cas pour ces éléments. Comme vous l'avez dit, nous avons le support PowerPoint que nous allons nous atteler à faire suivre. D'emblée, nous avons déjà deux questions dans le chat de Ismaïla Rémi. Donc, je vais poser les deux questions. Donc, la première question, c'est comment raconter une histoire dans la création de la charte de projet et du business model. Donc là, on est dans la phase d'initiation du projet. Donc, ça vous donnera l'occasion de revenir justement sur les axes clés pour raconter une histoire au tout début du projet. Et la deuxième question, c'est est-ce que l'analyse Estelle n'est pas en elle-même une histoire que l'on peut raconter dans la vie du projet? Donc voilà, donc on va partir avec ces deux questions. Comment raconter une histoire dans la création de la charte de projet et la création du business model? Et puis on reviendra à la deuxième question par la suite. Tout à fait. Si on peut revenir au slide pour pour le processus d'initiation. Donc, j'ai pas vu la question de temps, je ne suis pas rentré dans les détails pour répondre à la première question en termes de business model et puis en termes Mm, de l'élaboration de la charte. Ce qui est intéressant en termes d'initiation, c'est que il faudrait que les parties prenantes voient la valeur ou l'impact positif du projet. Donc, je vais vous citer un exemple, une petite histoire. Donc, mais je vais la citer rapidement. J'étais en train de convaincre notre direction à faire un projet pour essayer de valoriser les ressources en termes en termes de les substances critiques, en termes de green energy, de transition énergétique. Mais bien que le projet, j'étais convaincu que le projet était très intéressant, et puis il aura sûrement un impact. Il fallait convaincre des parties prenantes clés, y compris notre direction générale. Pour cela, j'ai créé une petite histoire tout simplement pour dire que si demain le ministère ou l'administration du tutelle va nous demander si vous avez des projets pour un contrat programme, on sera prêt à faire ça. Si demain les auditeurs ou les gens je sais pas, ou la Cour du compte, etc., la Cour du compte, etc., du pays va nous demander des informations, puisque vous avez fait plus longtemps, on va trouver des projets, des dossiers à présenter. Si demain nous sommes devant un investisseur étranger qui va nous demander est-ce que vous avez des projets à développer en partenaire, on trouve des choses comme ça. Donc, bien sûr, je ne suis pas rentré dans les détails, mais l'idée, c'était ça. Donc, il faut construire une histoire pour accentuer d'abord le problème. Il faut d'abord que le problème soit accentué. Pourquoi accentuer le problème? Pour justement augmenter la charge émotionnelle. Parce que la partie prenante, qu'il soit directeur, qu'il soit ministre, qu'il soit je ne sais pas qui, c'est une personne, c'est un être humain. Donc, il faut s'adresser, essayer d'activer ses émotions pour qu'il puisse adhérer à votre projet. L'autre aspect, c'est que, d'après mon expérience, pour la phase d'initiation, c'est d'abord la consolidation entre l'équipe de management de projet. Et ça, c'est un effort où je trouve, même pour le standard du PMA, ils ne donnent pas l'importance à ça. Mais ça, par expérience, les gens qui ont géré pas mal de projets sont conscients de ça. Le plus intéressant au début du projet, c'est la consolidation entre les membres de l'équipe de projet, l'équipe de management de projet. Et puis, s'ils ont l'occasion de raconter leur histoire personnelle, pas uniquement d'expérience, s'ils ont des histoires personnelles qui est dans le domaine professionnel, ils peuvent la raconter. Mais il faudrait quand même qu'on sente leurs difficultés et comment ils ont pu
dépasser ces difficultés. Ça, vous allez être surpris en termes de consolidation des rapports entre les membres de l'équipe de management de projet. En termes de modèle économique, je pense que j'ai déjà parlé de ça. Alors, C'est, c'était la question de Pestel. c'est bien ça. La question de Pestel au SWOT, etc. Donc, c'est plus, je dirais plutôt, c'est des inputs. C'est pas une Mhm. histoire. Mais vous pouvez, comme il faudrait quand même préciser une chose, c'est qu'en termes de business, en termes de management de projet, vous n'allez pas commencer à prendre beaucoup de temps à raconter des histoires. Ce sont des petites histoires pour 2 à 3 minutes maximum. À la limite, si jamais vous rencontrez votre N+1, votre directeur général en train de monter pendant l'escalier ou bien l'ascenseur, vous avez 1 minute. Mhm. Donc, vous pouvez raconter rapidement. Ça veut dire que, ou bien vous êtes au sein d'une réunion, vous avez fait votre présentation PowerPoint, etc. Vous pouvez choisir le moment d'insérer une petite histoire de 2 à 3 minutes maximum. Généralement, c'est 300 à 500 mots, pas plus. Ça veut dire qu'il faut rassembler les informations de Pestel, de SWOT, tout ce que vous voulez, qui vont vous donner l'information pour quand même casser le contexte. Mais n'oubliez pas qu'une petite histoire, pour qu'il impacte, il faudrait que ça soit fait autour d'un personnage. Personnage, ça Mhm. veut dire Doko, ça veut dire Abdelrazak, ça veut dire Selma, ça veut dire Fatiha, ça veut dire un personnage qui a vécu cette expérience. Vous pouvez l'imaginer. Ne laissez pas cette histoire dans l'abstrait. Parce que les gens ont, l'être humain a tendance à avoir de l'empathie avec des personnes, pas avec des choses abstraites. Donc, on peut nous baser sur Pestel. Pour rassembler les données de contexte, il faudrait quand même construire une petite histoire euh, dans ce sens. Malheureusement, on Mhm. n'a pas le temps pour aller un peu plus en profondeur, mais Effectivement. c'est déjà pas mal. Alors, on a une troisième, on va dire, peut-être Oui, la dernière ou avant-dernière question dans le menu Q&A. Donc, c'est comment utiliser le storytelling dans la gestion des connaissances et dans l'apprentissage. Donc, c'était également l'un des éléments sur cette slide-là, dans le closing. Donc, concrètement, je pense comment utiliser le storytelling pour cette phase de la vie du l'apprentissage. projet. Pour quelle phase de Comment utiliser le storytelling dans la gestion des connaissances et dans l'apprentissage ah, du... Voilà. le storytelling, vous pouvez l'utiliser. Je vais vous dire comment je l'utilise. Mm, Depuis que j'ai commencé ma présentation, je raconte des histoires mm, pour partager avec vous mes expériences. Et derrière ça, il y a des leçons. Si on revient à la structure de l'histoire, il y a une phase qui est fondamentale, c'est la leçon apprise. Il y a la remontée, il y a mm, le retour et puis il y a la leçon. Il faudrait, donc, une histoire, c'est pour partager une idée. Une idée, c'est une leçon apprise. Donc, on peut construire des petites histoires sur des leçons apprises. Une leçon apprise généralement, plus la difficulté qu'on a rencontrée, à laquelle on a fait face pour apprendre cette leçon, plus cette difficulté elle est difficile, plus la leçon est intéressante. mm. Donc, vous pouvez, pour chaque leçon, vous pouvez construire une petite histoire. Ceci dit, vous pouvez construire votre... D'ailleurs, j'ai signalé ça dans mon dernier livre. Actuellement, on parle de base de données de leçons, plutôt une base de données de story.
Donc, pour une entreprise donnée, bien pour un chef de projet donné, il faudrait qu'il construise plusieurs stories. Et puis, il les adapte à chaque fois. Et puis, il construit. Normalement, de plus en plus, peut-être dans l'avenir, ne soyez pas surpris si vous êtes demain devant une demande pour construire une base de données d'histoire. Mm. Ou bien sûr, chaque histoire, ça inclut une leçon. Ok. Et puis, Je c'est pense, facile aussi de transmettre la leçon à travers l'histoire. mm, je pense qu'on va prendre la dernière question dans le menu Q&A. Donc, je pense que c'est une question et en même temps enfin, un commentaire. Le storytelling n'intervient que dans le processus de communication et des parties prenantes. Donc, je pense que c'est ça l'idée. Est-ce qu'on peut dire que le storytelling n'intervient que dans le processus de communication et des parties prenantes? Bon, ouais, une idée de la réponse, mais je vous laisse Oui, préciser. oui, mais je me rappelle une question qui est toujours posée en termes de test PMP. 60, 90% du temps du manager de projet, c'est de la communication. Mm, Ça veut dire que quelque part, le storytelling, il est partout. Il est partout avec votre équipe, l'équipe que vous êtes en train de gérer. Il est partout pour les gens qui sont en train de réaliser des travaux. Il est partout parmi les gens qui sont en train de prendre une décision. Il est avant pour les gens pour le sponsor, pour qu'ils acceptent de sponsorer le projet. Il est après pour construire des relations avec des gens avec qui on a travaillé, etc. Donc, il est partout parce que justement la communication est partout. Et si on ajoute à ça de plus en plus les projets les parties prenantes des projets sont de plus en plus nombreuses, donc vous voyez l'ampleur de ça. mm. Mes chers amis, je vous dis un grand merci pour votre intervention ce soir. Je pense qu'il a enrichi énormément la communauté. Je vais me permettre de dire un dernier mot. Et à travers ce dernier mot-là, en même temps, c'est une demande de conseils. C'est quoi les conseils, les orientations que vous donnez à celui qui veut pouvoir renforcer ses compétences pour raconter des histoires? Ce serait quoi le conseil pratique que vous donneriez en guise de mot de fin pour nous habituer à raconter des histoires dans la gestion de nos projets au quotidien? Il y a d'abord une chose, comme j'ai dit au début, l'être humain aime raconter et aime entendre des histoires. Ça veut dire que quelque part, c'est une spécificité humaine. Donc chacun a un potentiel de raconter des histoires. Ceci dit, pour chaque compétence, il faut se former. Enfin, les propositions que je fais en termes de storytelling. Donc, s'il y a quelqu'un qui est intéressé, par exemple, uniquement pour développer ses compétences en termes de storytelling, c'est une journée à deux. Si vous voulez adapter ça à tous les processus de management de projet, c'est pratiquement 5 jours. Mais ceci dit, c'est un, si vous voulez, ce que je fais, c'est uniquement, je vous mets dans les règles, sur les règles plutôt. Après, comme chaque chose artistique, chaque histoire pourrait être améliorée. Vous pouvez construire une histoire pour le moment. Après, vous pouvez l'améliorer, vous pouvez l'adapter à un contexte et ainsi de suite. Donc, n'hésitez pas à commencer. Mais la première des choses, commencez d'abord à les raconter. Commencez d'abord à les construire. Et puis, vous les améliorez par la suite. En, en, vous, en se basant sur vos expériences personnelles où il y a une forte charge émotionnelle, où où vous avez vécu une difficulté, plus ou moins, vous êtes en train de vivre une difficulté est-ce que c'est une vie ou c'est une question de vie au demeure au sens moral et ainsi de suite. C'est la meilleure façon.
Ceci dit, bien sûr, si on a l'occasion de faire une formation, ça permet de gagner du temps. C'est très Mais bien commencez noté. déjà. Il faut C'est d'abord très bien commencer. noté en tout cas. C'est bien noté. J'ai partagé donc dans le chat le lien Amazon Oui, si vous voulez en savoir plus donc sur le livre de M. Hamzaoui. Donc n'hésitez pas. Nous pourrons également organiser éventuellement des contacts ou prolonger les échanges sur le sujet les échanges. dans le Avec cadre grand d'autres plaisir. occasions. Grand Je merci vous... à tous. Grand C'est moi merci qui à vous tous en tout cas remercie. pour votre... voilà. Et merci à tous d'être restés jusqu'à cette heure. Très bonne soirée et nous nous retrouvons pour la prochaine session de Rex. Merci à Excellente vous. soirée à tous. Merci à vous. Mm.